Tout le monde, vous êtes là? Si vous êtes là, voilà, merci de me laisser savoir via un petit message, etc. Hop, on va peut-être attendre un petit peu avant que les autres arrivent. Bonjour. Ok, bon. Hop. Vous m'entendez bien? La vidéo c'est bon? Les sons, tout est ok? Tout est ok? Bon, parfait. Parfait. Bon, on va peut-être commencer le temps que les autres arrivent. Après, bon, ils vont nous joindre. Bonjour à tous encore une fois. Merci d'être présent à ce premier webinaire de Route Cuba. Je suis Jenny, je suis la fondatrice de l'agence. Donc voilà, je vais partager quelques minutes avec vous pour vous présenter un petit peu notre métier, la destination de laquelle nous sommes spécialistes, etc. Excusez-moi si jamais j'ai fait des petites fautes de français. Peut-être vous avez entendu, je suis cubaine, donc pas francophone à la base. Mais bon, je ferai de mon mieux pour me faire comprendre. Alors, vous m'entendez bien? C'est peut-être ponctuel, un petit souci de son ou c'est général? Bon, ok. Bon, donc voilà, si jamais au fur et à mesure il y a des petits soucis des sons, des vidéos, etc., n'hésitez pas à nous le faire savoir et comme ça on fera le nécessaire, d'accord? Alors, pour cette formation, moi je l'ai organisée en trois parties principales. Tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu Route Cuba, donc notre agence, plutôt le concept qu'on travaille, nos valeurs principales, etc. Ensuite, j'ai pu voir sur les questions posées lors de l'inscription que vous êtes environ 80% à vendre Cuba, mais à ne pas connaître la destination personnellement. Donc, j'ai choisi quand même de vous présenter de manière générale la destination, les principales étapes, on va dire les incontournables des principales régions du pays. Et je finirai par vous donner mes meilleures astuces, en tout cas quelques conseils pour, à mon avis, mieux vendre Cuba. Donc, hop, on passe à Route Cuba, voilà, qui est en fait une agence de voyage créée et immatriculée en France. Le fait de créer l'agence en France a été vraiment un choix. En fait, à Cuba, créer ce type d'entreprise privée n'est pas autorisé. Donc, voilà, la seule solution, c'était de la créer à l'étranger. Nous sommes donc une agence de voyage comme n'importe laquelle. Donc, on peut vendre des billets d'avion, etc. Par contre, notre spécialité, c'est vraiment la spécialité d'un réceptif. On est vraiment un réceptif local cubain. Pour les coups, avec une présence en France, avec moi-même, et à Cuba, avec mon représentant local et tous nos réseaux de prestataires. Moi, parfois, je suis un peu entre les deux, parce que bon, j'y vais souvent. Alors, voilà, on va commencer avec cette présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Et moi, à la fin, je vais répondre. On sera ensemble environ une trentaine de minutes. Et puis, à la fin, voilà, on aura quelques minutes ensemble pour discuter un petit peu de vos questions, répondre, etc. D'accord? Donc, voilà, n'hésitez pas. Alors, je vous disais, pour Route Cuba, notre clientèle, bon, elle est majoritairement francophone, plutôt française en majorité, mais aussi belge, canadienne. En tout cas, c'est pour l'instant. Et pour l'instant, il s'agit des individuels et aussi des petits groupes, en général des familles, etc. Que moi, je travaille soit en direct, donc en B2C, mais aussi, et de plus en plus d'ailleurs, en B2B. Donc, les voyages que moi, je propose aux autres agences de voyage ou les tour opérateurs, etc.
Donc, pour ce qui est de route Cuba, eh ben, nous, notre cœur de métier, c'est vraiment les voyages sur mesure à Cuba. Donc, vraiment selon la demande spécifique des clients, soit sur une thématique générale pour une première découverte, par exemple, soit sur une thématique spécifique. En général, il y a des personnes qui font appel à nous pour faire des voyages un peu spécialisés, famille, plongée, photos, etc. Donc, ça, on les fait aussi. On les propose encore une fois en direct ou on fait aussi des petits groupes, des GIRS, mais vraiment à petite échelle, en petit format de 10 personnes maximum. Pour les GIRS, en général, c'est entre 2 et 10. Parce que l'idée, c'est de, même si c'est un voyage en groupe, de garder cette ambiance un peu familiale, conviviale, etc. Et surtout, de favoriser le contact avec les locaux, avec la population locale, qui est à mon avis voilà, un des atouts principaux de Cuba. Après, nous sommes pour l'instant présents en ligne via notre site internet, routecuba.com. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, etc. Et sur les plateformes comme justement Tout bien faire, très bientôt le voyage autrement, voilà, entre autres. Alors, pour passer à Cuba, moi je préfère, voilà, je vais commencer en tout cas par une petite partie générale et après on va aller vers les spécifiques, donc vers les principales étapes. Cuba, comme vous voyez, elle est située à l'entrée du golfe du Mexique, dans les Caraïbes. C'est d'ailleurs la plus grande des Antilles. Mais Cuba, c'est en réalité, c'est un archipel. Il y a autour de un peu plus de 4000 îles et îlots en tout. Même s'il n'y a que l'île principale, donc la grande île et l'île de la Jeunesse, qui sont habitées par des locaux. Après, certaines îles, c'est plutôt des stations balnéaires, mais la plupart d'entre elles ne sont vraiment pas du tout habitées. Cuba, le pays, bon, elle est divisée en 15 provinces principales, dont la Havane, qui est la capitale, avec 3 millions d'habitants en général, enfin, à peu près. Et aussi Santiago de Cuba, un peu plus à l'est de Cuba, qui est la deuxième ville la plus importante du pays. La langue officielle à Cuba, eh ben, c'est l'espagnol. Par contre, il y a de plus en plus de gens qui parlent l'anglais, beaucoup même, des gens qui parlent l'anglais sur place. Et qui parlent aussi un petit peu de plus en plus le français. Bah, c'est surtout des personnes qui sont en contact avec le tourisme, direct ou indirectement. C'est un pays avec un système politique assez particulier, qui a beaucoup de détracteurs, beaucoup d'adhérents aussi. Mais en fait, c'est un pays avec beaucoup de limitations, que ce soit interne ou externe. Et bah, la population locale, on va dire, bah, les conditions de vie pour les locaux, elles ne sont pas toujours simples. Alors, ils sont constamment obligés de se débrouiller un petit peu comme ils peuvent pour s'en sortir, parfois avec des ressources vraiment minimales. Mais, et ça c'est le bon côté, c'est une population aussi qui est assez cultivée, qui a accès gratuit à l'éducation et à la santé. C'est une population qui est vraiment très chaleureuse, vraiment très accueillante et ça vraiment par nature. En plus, niveau sanitaire, etc., il n'y a pas de vaccination obligatoire pour aller à Cuba. Les niveaux de délinquance, par exemple, ils sont très bas par rapport aux autres pays de l'Amérique latine ou des Caraïbes. Donc, Cuba, c'est vraiment une destination très sécurisée et très sûre pour faire du tourisme. Concernant le climat, eh ben, il y a deux stations principales qu'on appelle la saison sèche, la saison humide. En général, c'est un climat tropical, donc c'est assez humide avec un minimum de 60% d'humidité par an, qui peut vraiment monter très haut, un peu plus de 90%. La moyenne des températures est assez agréable, 25 degrés. Mais il faut savoir justement qu'il y a ces deux saisons-là dont je vous parlais. La saison sèche, donc qui va de décembre à mai, et la saison des pluies, qui va de juin jusqu'à novembre. Et c'est aussi la saison des ouragans.
Alors, pour passer au côté plutôt touristique de la destination, le gouvernement cubain a décidé de s'ouvrir un petit peu au tourisme depuis les années 90, 94 pour être exact. En fait, c'était vraiment en raison des conditions économiques à la base, mais surtout pour profiter des atouts géographiques, culturels, historiques de la destination. Et justement, à ce jour, le tourisme est une des principales sources de revenus pour le pays. L'année dernière, il y a eu 4,7 millions de touristes qui sont allés à Cuba et qui proviennent principalement du Canada, bon, c'est pas très loin, qui proviennent aussi des États-Unis et en Europe, surtout de la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Mais pourquoi ça rentre à Cuba? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette destination? Eh bien, en fait, il y a un peu de tout. Il y a vraiment des centaines de kilomètres de côtes et des plages absolument magnifiques. Il y a des sites naturels et des paysages, des montagnes qui sont vraiment remarquables. Une histoire assez intéressante et parfois un peu intrigante pour certains. Une culture vraiment très très riche et assez variée, assez diverse. Et ça, c'est un patrimoine qu'on trouve un peu partout dans l'île. Donc, je vais vous présenter les trois principales régions, donc l'ouest, le centre et l'est du pays. Et pour chaque région, je vais parler des trois étapes principales, des étapes incontournables de chacune. Donc, on va commencer par l'ouest et surtout par la Havane. La Havane, bon, elle est la capitale du pays, mais c'est en plus une des villes les plus vieilles de toute l'Amérique latine, dont le centre historique est classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est la capitale, donc c'est le centre économique, politique, social et culturel du pays. C'est une ville assez cosmopolite. Mais avec autour de 900 monuments significatifs, donc de très hautes valeurs culturelles. Mais il y a aussi une quinzaine de plages, pas loin du centre-ville, situées à l'est de la ville. Qui sont, c'est une région qui est assez intéressante aussi pour faire par exemple du windsurf ou de la plongée même, ou juste des petits après-midi, des petites excursions en mer, si on ne peut pas aller dans une grosse station balnéaire, par exemple. Si on continue plus à l'ouest, donc environ 2 heures et demie de la Havane, on arrive à Pinar del Río. C'est la région verte par excellence de Cuba. C'est une région qui est très connue des amateurs de cigares, parce que bon, c'est là où il y a les meilleurs terrains, l'expertise des producteurs, etc. Mais c'est aussi une région qui abrite des 6 réserves mondiales de la biosphère de Cuba. Et la vallée de Viñales, c'est un paysage que peut-être vous êtes familier parce que bon, c'est celui qui se trouve en haut et à droite de votre écran. C'est un site qui est classé paysage culturel de l'humanité. Mais de manière générale, Pinar del Río, c'est vraiment très riche à niveau naturel. En raison de la flore et la faune, beaucoup d'endémismes sur place. Les systèmes de cavernes aussi, qui sont parmi les plus grands de l'Amérique latine. Les formations naturelles qui sont vraiment spectaculaires, mais aussi la diversité et la préservation des fonds marins, donc idéal pour la plongée, surtout dans des coins comme Maria la Gorda ou Cayo Levisa, par exemple. Toujours dans l'ouest de Cuba, mais maintenant à l'est de la Havane, pareil, à 2 heures et demie de la ville, on arrive à Varadero. Varadero, c'est assez connu, c'est en fait la première station balnéaire du pays. Non seulement parce que c'est la première à être créée, vraiment, mais aussi parce que c'est celle qui reçoit les touristes les plus importants. Environ 40% des personnes qui vont à Cuba vont à Varadero. Donc, c'est une péninsule d'environ 20 km et avec une soixantaine d'hôtels. Donc, oui, c'est assez touristique.
Oui, c'est pas là-bas qu'on trouve forcément les côtés authentiques de la destination. Ça, vous pouvez le voir un peu ailleurs. Mais il y a vraiment de très très belles plages. Donc, en plus, c'est à proximité de La Havane. Donc, honnêtement, pour la détente, un petit peu de repos avant le retour, c'est vraiment très très bien. Alors, on passe maintenant à la région centre de Cuba. Et là, je vais vous parler de Cienfuegos, qui se trouve, comme vous voyez, sur la côte sud de Cuba. Cienfuegos a la particularité d'être la seule ville cubaine qui n'a pas été fondée par des Français, par des Espagnols, pardon. C'était des Français qui l'ont fondée. C'est une ville qui est principalement nautique, mais qui a aussi un peu plus de 30 sites de plongée. Donc, c'est vraiment très intéressant pour cette modalité. En plus, la baie de Cienfuegos, elle est très connue comme le point de départ de pas mal de catamarans, donc pour faire la vie à bord, etc. Après, c'est une région qui est aussi très verdoyante. Par exemple, on y trouve le jardin botanique le plus important du pays. On y trouve aussi la barrière de mangrove la plus préservée, la mieux préservée du territoire cubain. La plus grande, la plus importante en tout cas, population de flamants roses, etc. Donc, valeur naturelle, valeur architecturale, voilà, c'est garanti à Cienfuegos, qui est en fait une des villes moins connues, on va dire, de Cuba. Et après, voilà, on passe à Trinidad, toujours direction l'Est. Trinidad qui est pour le coup une des villes les plus connues. C'est pour beaucoup la ville la plus belle de Cuba. Et c'est très connu pour être aussi une des villes coloniales, en tout cas les mieux préservées de l'Amérique latine. Honnêtement, c'est une toute petite ville, mais elle est vraiment très charmante, très animée. Très riche en traditions, surtout liées à l'artisanat, la poterie, etc. Et classée aussi patrimoine de l'UNESCO en raison voilà, de ses valeurs architecturales et culturelles en général. En plus, dans les alentours, dans les environs de Trinidad, à une trentaine de kilomètres environ, on trouve des parcs naturels très, très intéressants, très sympas pour faire de petites randonnées. Les degrés de difficulté plus ou moins faciles, simples, on va dire. Il y a aussi la plage Ancon, qui est une des plus belles plages de la côte sud du pays. Donc, en fait, c'est ça qui fait de Trinidad une des villes les plus complètes si on parle du tourisme. Toujours dans les centres, mais maintenant, on va au nord, donc la côte nord du pays, et on arrive à Jardines del Rey. Jardines del Rey, en fait, c'est un ensemble de petites îles qui se trouvent entre Santa Clara et Camagüey, toujours au nord de Cuba. C'est un archipel, un petit archipel qui regroupe les îles de Cayo Las Brujas, Cayo Encinasos, Cayo Santa Maria, un peu plus loin, Cayo Coco, Cayo Guillermo. Peut-être que certaines de ces îles, voilà, vous connaissez un petit peu. En fait, c'est une région un peu comme Varadero, si vous voulez. C'est une station purement balnéaire, mais c'est un peu mieux préservé que Varadero parce qu'en fait, le développement touristique est arrivé un peu plus tard. C'est pour ça que même si on n'y trouve que des hôtels sur place, généralement c'est des hôtels 4 ou 5 étoiles, le rapport qualité-prix est vraiment très intéressant dans cette région-là. Mais il n'y a pas d'habitants locaux. Comme je vous disais, il n'y a pas d'habitants sur les îles, les petites îles de Cuba. Donc, c'est ça qui fait de Jardines del Rey une station purement balnéaire, mais avec un environnement naturel qui est assez intéressant, avec de super belles plages, des sables blancs, d'eau transparente. La flore et la faune sont assez exotiques aussi. Il y a pas mal de petites populations de flamants roses, par exemple. Et en plus, c'est pas loin de la deuxième barrière de corail la plus grande au monde. Donc, pour faire du snorkeling, de la plongée, voilà, bouteille ou des sorties en catamaran, par exemple,
C'est vraiment très sympathique. Pareil, plutôt pour la femme, par exemple, d'un voyage, ça repose un petit peu. Mais pour ceux qui ne se reposent pas, eh ben, on continue à l'est, de la région est de Cuba, et on commence par Camagüey. Camagüey est une des premières villes coloniales de Cuba, même si elle n'est pas très connue, en tout cas au niveau des autres villes coloniales. C'est une des régions les plus grandes au niveau de la superficie. Et c'est très connu surtout par ses nombreuses places, les églises aussi, la poterie. C'est pour ça qu'on appelle la ville de Los Pinajones. Ça, voilà, petite question, je vous laisse découvrir après, ce que c'est les Pinajones. Mais c'est aussi l'étape où on trouve Playa Santa Lucia, donc sur la côte nord de Cuba. Et c'est un des très peu spots de Cuba où on peut nager avec le requin, par exemple. Donc, toujours à l'est, on arrive à Santiago de Cuba. Comme je vous disais, c'est la deuxième ville la plus importante du pays. C'est une ville qui a été privilégiée particulièrement par l'histoire cubaine, mais qui est aussi très riche au niveau des traditions. C'est vraiment le résultat d'un mélange extraordinaire des cultures africaines, haïtiennes, espagnole. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs la plus caribéenne des villes cubaines. C'est de là, par exemple, où des groupes comme le Buena Vista Social Club ou Compay Segundo, etc. sont sortis. Mais c'est aussi une ville qui habite une bonne partie de la Sierra Maestra. C'est un lieu de culte pour les révolutionnaires, mais c'est aussi un paradis pour les randonneurs, avec beaucoup de sentiers écotouristiques. Et il y a aussi le point le plus élevé du pays, le Pico Turquino. Et on finit par Baracoa, qui est vraiment à l'extrême est de Cuba. C'est un tout petit village de pêcheurs. C'est vraiment, pour l'instant en tout cas, assez épargné des masses touristiques. Et c'est vraiment situé dans un cadre exceptionnel. Il y a d'un côté une des chaînes montagneuses les plus importantes de Cuba, et d'autre côté, eh ben, il y a la mer avec des petites plages sympathiques, etc. Donc c'est l'idéal pour partager des petits moments en famille ou faire la randonnée, après se reposer un petit peu à la plage, etc. C'est un village vraiment très modeste, mais c'est très charmant et c'est sans doute un des plus authentiques de Cuba. Donc, avec Baracoa, on finit avec les principales régions touristiques du pays, en tout cas les incontournables, et un petit peu, voilà, quelques-unes qui sont un peu moins connues aussi. Il y a bien évidemment beaucoup plus de sites d'intérêt, mais bon, cela dépendra forcément de l'intérêt justement du voyageur, etc. Dans tous les cas, la palette du possible est vraiment très très large. Et maintenant, il faut savoir que Cuba, bon, comme vous avez vu, peut-être que vous connaissez un petit peu, c'est une destination différente. C'est une destination où le temps semble s'être arrêté, avec beaucoup de vieilles voitures américaines des années 50, avec une architecture, un mobilier assez particulier. À la vie de certains, c'est la combinaison de charme et décadence, avec un rythme de vie cubain qui est aussi assez particulier. Mais c'est aussi un système politique et économique particulier également, avec un embargo américain qui est toujours là, il est toujours d'actualité. Et c'est l'ensemble de ces éléments qu'il faut prendre en compte et qui font de Cuba une destination particulière, mais à part entière. C'est des éléments qu'il faut certainement prendre en compte lors de la vente parce qu'ils ont un impact direct sur le produit touristique. Donc, voici mes 10 meilleures astuces, en tout cas conseils pour vendre Cuba. Tout d'abord, les compagnies aériennes. Et ben, pour s'y rendre, plusieurs compagnies aériennes proposent des vols à Cuba, notamment à destination de La Havane, Santiago de Cuba, un petit peu vers Varadero et le centre de l'île, soit Santa Clara, soit Jardines de Rey. En général, des vols à Cuba
Il y en a au départ de 70 pays. Au départ de Paris, par exemple, on y trouve avec Air France, avec Corsair, Air Caraïbes, la Canada d'Aviation, etc. pour les vols directs. Sinon, il y a aussi des vols avec Iberia, Air Europa ou autres avec une petite escale. De toute façon, il faut compter entre 9h et 10h de vol pour aller à Cuba. Et surtout, et ça c'est mon conseil principal, faites attention, parce que même s'il s'agit des compagnies régulières, faites attention parce que d'après les nouvelles tendances, en tout cas des compagnies, ils s'affichent un prix hyper attractif, très intéressant, un prix d'appel, mais qui ne comprend pas le bagage en soude. Ça, c'est assez récent et c'est un petit peu embêtant parce que c'est un voyage long courrier. Donc, voilà, juste faire attention à ça. Et forcément, privilégier les compagnies surtout régulières et de préférence, bon, comme vous le savez, les périodes hors vacances scolaires. Pour la durée du voyage, bon, cela dépendra évidemment de la disponibilité de vos clients. Moi, je conseille pour une première découverte qui comprend en général l'ouest et les centres du pays, je conseille entre 7 et 10 nuits minimum pour bien visiter, bien profiter de chacune des étapes et peut-être, voilà, ça reposer aussi un petit peu à la plage à la fin. Après, si c'est des clients qui souhaitent aller vraiment jusqu'au bout, donc jusqu'à l'est de Cuba, à ce moment-là, l'idéal serait d'avoir disposé en tout cas 3 semaines. Les conditions d'accessibilité ne sont pas les mêmes que dans l'ouest et les centres du pays, niveau signalisation, niveau état des routes, etc. Donc, il faut quand même prendre en compte ça. Et à mon avis, voilà, 3 semaines, ça devrait suffire. Quand y aller, eh ben, comme je vous disais, il y a la saison de pluie, la saison sèche, qui est aussi la haute saison touristique. Donc, avec les tarifs forcément les plus élevés, que ce soit au niveau aérien ou au niveau terrestre. Je ne vous conseillerais pas d'y aller pendant la saison des pluies, mais surtout pas en septembre ou octobre, parce que c'est les mois les plus actifs pour les ouragans. Par contre, il y a des mois comme mai ou juin qui sont quand même un bon compromis parce qu'il y a des tarifs assez intéressants, des tarifs de basse saison, et d'autre côté, les conditions climatiques sont vraiment agréables sur place. Donc, pourquoi pas? C'est un choix, une option. Donc, pour ce qui est des prestations terrestres, bon, moi, mon conseil est toujours de privilégier les particuliers. C'est d'ailleurs ce que je fais tous les jours et honnêtement, je ne regrette pas du tout. D'un côté, parce que c'est la certitude que les bénéfices vont aller directement chez les locaux. Ça, pour moi, c'est particulièrement important dans les cas de Cuba. Mais d'autre côté, parce qu'il y a aussi un véritable engagement de la part des prestataires. Et honnêtement, ça ressemble vraiment à 100%. Lors des prestations, sans compter le rapport qualité-prix qui est assez intéressant, beaucoup plus intéressant parfois. Donc, je vous parle par exemple de privilégier le logement chez l'habitant au lieu des hôtels, de privilégier les chauffeurs locaux qui ont leur véhicule personnel, voilà, les visiter avec des guides indépendants, voilà, c'est un peu ça. Je vous assure que même si ça peut sembler un petit peu incertain pour certains d'entre vous, je vous assure que vous aurez beaucoup moins de réclamations de clients. Ça, c'est sûr et certain. Il faut pourtant bien choisir les prestataires. Parce qu'en fait, le tourisme, ça devient de plus en plus important à Cuba. Il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Et honnêtement, si on ne connaît pas bien les particularités de la destination ou des prestataires, eh ben, honnêtement, on peut tomber un peu sur n'importe quoi. Donc, pour l'hébergement, je vous parlais des chambres chez l'habitant, ce qu'on appelle aussi casas particulares. C'est des prestations, en général, c'est des maisons familiales qui ont entre 1 et 5 chambres à louer, grand maximum. C'est des maisons qui sont très bien situées. Les chambres elles sont toutes climatisées, il y a toujours la salle de bain privative, le petit déjeuner assez copieux et varié, il est toujours compris.
En fait, c'est une prestation qui, honnêtement, c'est très correct pour le prix. Les maisons, elles sont propres, etc. En plus, c'est une belle location pour faire une immersion dans la vie des Cubains de tous les jours. Après, comme pour les Cubains, vous risquez d'avoir des petits soucis, par exemple, dans la salle de bain, les débits d'eau dans la douche, ou il se peut que l'eau mette un petit peu de temps pour chauffer, ou que la clim soit un petit peu bruyante, etc. C'est des situations normales pour Cuba, si on peut dire, mais qui peuvent arriver très très bien dans des hôtels, même des hôtels de catégorie supérieure. Donc, si jamais il y a des clients qui préfèrent loger dans des hôtels, les conseiller minimum 4 étoiles, car les normes locales cubaines sont assez différentes des normes françaises. Donc voilà, pour essayer d'avoir un bon produit, minimum 4 étoiles et encore bien choisir l'hôtel. Pour le transport, mon conseil va toujours de choisir la voiture privative avec un chauffeur. Mais s'il y a des clients qui préfèrent être plus autonomes, plus en liberté, il y a beaucoup d'entre vous qui vendent des autotours. Donc voilà, c'est le cas. Dans ces cas-là, la voiture de location, c'est en effet une bonne solution. Par contre, il faut savoir que le parc automobilier à Cuba est très limité. Souvent, la demande elle est beaucoup plus importante que la disponibilité. Donc, en plus, les voitures ne sont pas équipées de GPS, par exemple, ou de sièges bébé ou de sièges enfants. Donc, moi, mon conseil pour les clients qui voyagent un peu comme ça, c'est d'abord de prévoir le matériel nécessaire, si besoin, mais surtout de prévoir suffisamment de temps pour la prise du véhicule. Minimum 1 heure et demie, honnêtement. Ça peut prendre un peu plus même. Parfois, il y a la queue. Parfois, il y a des problèmes de surbooking. Parfois, il faut attendre la voiture. Voilà, il y a des petites choses qui peuvent arriver. Donc, prévoir assez du temps. Pourquoi pas prendre la voiture la veille du départ de la Havane. Et comme ça, on est tranquille pour le lendemain. Concernant l'argent, Cuba, c'est le seul pays au monde à émettre 2 monnaies officielles. Il y a le peso cubain et le peso cubain convertible, ce qu'on appelle le CUC ou CUC. Donc, c'est ce qu'on appelle la monnaie des touristes, mais qui est de plus en plus utilisée par les locaux aussi. En fait, le peso cubano, il est 25 fois moins cher que le CUC, mais honnêtement, il est presque inutile actuellement. Donc, mon conseil, c'est surtout d'amener des euros en espèces et les changer sur place. Les clients pourront les changer dans les casas de cambio qu'on appelle KDK, là où il n'y a pas de commission, par exemple. Dans les banques aussi, dans les hôtels, il y a vraiment le choix. En tout cas, amener de l'argent en espèces, c'est beaucoup plus pratique parce que c'est vraiment très rare qu'on puisse se servir de la carte bancaire pour payer des prestations. Donc, à la limite, si jamais les clients n'ont plus d'argent, utilisez la carte bancaire, mais plutôt pour faire des retraits auprès des distributeurs, des banques, etc. Pour les communications, c'est un peu aussi problématique que l'argent, on va dire. En fait, les courriers, par exemple, à Cuba, il est très peu fiable. Les communications téléphoniques sont très chères. En moyenne 3 € la minute pour des appels à l'étranger. L'accès Internet, même si ça s'améliore un peu, tout doucement, ça s'améliore un petit peu, mais c'est toujours assez limité. Donc, prévenez vos clients de cette situation. C'est un peu ça qui fait de Cuba vraiment un dépaysement à part entière aussi. Mais prévenez vos clients qui seront plutôt déconnectés pendant leur séjour à Cuba. Donc, qui ne sert rien en attente, en tout cas, rien qui dépend d'une connexion Internet. Pour ce qui est des activités, vous avez vu le choix, il y a vraiment le choix par rapport à la thématique, la région, etc. Mais même s'il s'agit d'un voyage plutôt général, n'hésitez pas à faire des petites activités thématiques, comme on pourrait dire, liées par exemple à la plongée ou une activité liée à la musique, la salsa par exemple, la danse, pourquoi pas la cuisine. Oui, la photographie, évidemment, c'est une destination assez photogénique. Donc, en fait, ça apportera une touche assez particulière à vos programmes.
Après, bon, dans tous les cas, c'est une destination que je conseille aux familles aussi, mais plutôt aux familles avec des enfants de plus de 2 ans. De manière générale, c'est une destination, enfin, les conditions matérielles, on va dire, des logements, des transports, etc., elles ne sont pas forcément adaptées aux petits enfants. Donc, moi, mon conseil, voilà, les enfants plutôt de plus de 2 ans. Et de manière générale, conseiller cette destination à des clients qui sont vraiment ouverts, que ce soit culturellement ou autre, qui, entre guillemets, s'en foutent un petit peu du confort pour avoir vraiment une expérience différente. C'est des clients qui, à mon avis, en tout cas, ça ira mieux aux clients qui souhaitent partager avec les locaux, qui sont ouverts à tout type d'imprévus parce qu'on n'est jamais à l'abri des imprévus à Cuba. Donc, c'est en tout cas très important de prévenir les clients des différentes particularités. À mon avis, un client prévenu, bah, c'est toujours un client qui profite de son voyage. Et pour finir, mon dernier conseil, c'est vraiment, qui est un peu la combinaison de tous les autres d'ailleurs, c'est en fait faire appel à un réceptif local ou au moins avoir un agent sur place. En fait, c'est quelqu'un qui vous apportera de l'expertise, non seulement lors de la création de vos produits, mais aussi voilà, lors des échanges avec vos clients, etc. Si il y a des questions plutôt spécifiques ou autres. Ça vous apportera aussi du confort, parce qu'en fait, d'une certaine façon, c'est celui qui prend le relais, même quand les clients, enfin avant, ou pendant que les clients sont sur place, à niveau logistique surtout. Et forcément, ça vous apportera de l'argent. Ça vous fera faire des économies parce que c'est plutôt indirect. Vous supprimez un peu d'intermédiaire, surtout pour ceux d'entre vous qui passaient par un PO, par exemple. Donc voilà, honnêtement, c'est pas pour faire de la publicité pour Route Cuba, c'est plutôt le résultat de mes années d'expérience, que ce soit à Cuba, dans les agences réceptives d'État, comme en France. Donc voilà. Avec ces derniers conseils, je finis un peu cette présentation. Excusez-moi si j'ai dépassé de quelques minutes le prévu. En tout cas, je vous laisse mes coordonnées ici. N'hésitez pas à me contacter. Maintenant, par exemple, via les chats, je fais un petit peu le tour pour répondre à vos questions si vous en avez. Sinon, si vous regardez la présentation en rediffusion, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone, donc je serai dispo. En tout cas, je vous remercie de votre présence et je vous laisse une petite vidéo. Donc, baissez les sons peut-être pour que vous m'entendiez après. Et voilà, pendant que vous regardez un petit peu la vidéo, je fais le tour et je réponds à vos questions. Donc, je fais le tour. Baissez les sons, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Vous n'avez pas beaucoup de questions, ça va. Peut-être que j'ai répondu à pas mal pendant la présentation. Alors, l'information sera rediffusée, donc vous allez recevoir le lien par mail. Il n'y a pas de code, je pense, bon, c'est plutôt voilà, les codes pour la téléphone. Quoi d'autre? Merci, vous êtes nombreux à être présents. Donc voilà, il n'y a pas énormément de questions. Côté vaccin, je vous disais, il n'y a pas de vaccin obligatoire pour aller à Cuba. Par contre, moi, je conseille toujours de voir avec le médecin traitant, par exemple, si on est à jour au niveau du vaccin. Un peu tout général contre l'hépatite A, par exemple. Mais franchement, en tout cas, au niveau sanitaire, il n'y a pas de vaccin obligatoire pour aller à Cuba. En tout cas, apporter aussi des crèmes solaires, ça c'est important. Des crèmes ou des produits anti-diagnostiques. Niveau trop-bien, ça c'est important. Voilà, pour prévoir. Mais voilà, encore une fois, niveau sanitaire, aucune obligation. Niveau visa, c'est obligatoire en fait pour aller à Cuba. Il faut le passeport en cours de validité. De préférence 6 mois après le retour pour certaines compagnies aériennes.
mais voilà, juste un code de validité qu'on a les ce jour. Et il faut une carte de tourisme. Il faut une carte de tourisme pour aller à Cuba qu'on appelle service de visa. Comme nous, on est une agence de voyage, dans nos forfaits, on l'inclut, mais sinon, on peut se la procurer aussi auprès du consulat de Cuba, par exemple, ou d'autres agences qui sont certifiées par le consulat de Cuba. C'est obligatoire, en tout cas. Et c'est aussi obligatoire d'apporter une assurance, une attestation d'assurance frais médicaux et rapatriement. C'est pas grave si c'est en français, c'est pas grave si c'est en espagnol, ça, il n'y a pas de souci. Il faut juste que le nom et prénom de chaque participant soit bien, la figure bien dessus. Parce que ça, on vous le demandera peut-être ici à l'embarquement. Donc, pour un temps de validité, visa et attestation d'assurance, rapatriement et frais médicaux. Alors, quelle est la qualité du réseau routier? Bon, c'est pas vraiment simple. À Cuba, déjà, il y a une autoroute. Donc, c'est assez simple par rapport à ça. L'autoroute, même l'autoroute, parfois, il y a certains trajets où elle n'est pas en très bon état. Mais c'est pas dangereux. Honnêtement, c'est pas dangereux. Après, l'autoroute, elle s'arrête dans le centre du pays, vers la région de Trinidad. Donc, si on veut aller un peu plus à l'est, et ben à ce moment-là, il faut prévoir plus de temps parce qu'il faut prendre les petites routes nationales. Niveau routier, bah, c'est plutôt ça. Après, signalisation, il n'y en a pas énormément. Donc, il y a des applications gratuites qui sont un peu plus hors connexion Internet. Et voilà, donc je les conseille surtout aux clients. Il y a juste besoin d'un smartphone, une tablette et ça va très bien s'y retrouver. Alors, avez-vous un programme d'excursion pour l'école service? Oui, bah justement, je travaille sur ça pour l'école service MSC, qui sont d'escale à La Havane d'une ou 2 journées. Donc oui, il y a des très bonnes idées, que ce soit à La Havane ou ailleurs, évidemment. Les paiements s'effectuent sur un compte bancaire en euros en France, oui. On est une agence française, encore une fois, on est un réceptif local. Donc on a un compte en France, on a toutes les garanties qu'il faut, on a la garantie financière APC, donc voilà, on est inscrit à toute France, encore une fois comme n'importe quelle agence. Donc pour les paiements, ça peut être en effet par virement sur le compte ou par carte bancaire aussi. Alors, comment trouver et visiter une fabrique de cigares à La Havane? Eh bien, à La Havane, il y en a 3, donc on a un peu le choix. Après, par contre, pour une visite, il faut réserver en avance parce qu'il y a beaucoup de demandes et pour les groupes, les groupes sont vraiment petits en général, des groupes de 10-15 personnes à grand maximum. Donc, il faut réserver en avance, soit auprès de votre organisateur, donc local par exemple, soit les clients qui réservent directement auprès d'un bureau de sur place. Donc, une agence comme ça. Elles sont, juste pour information, elles sont dans la vieille ville, juste derrière les capitaux. Il y en a une, ça s'appelle Pacat. Sinon, pas loin de la place de la Révolution, il y a une autre. Et dans le quartier du Saint-Savana, il y a la trace. Alors, et les autres vidéos, merci, merci beaucoup. En fait, c'est une vidéo promotionnelle du ministère de tourisme de Cuba. Et ça date depuis quelques années. Malheureusement, ils l'ont pas pu, en tout cas, il n'a pas été utilisé après. Donc, c'est moi qui, voilà, je me suis permise de faire un petit peu la publicité. Moi aussi, je la trouve top. Alors, hop. Oui, Elena, il n'y a pas de souci, contactez-moi par mail, Elena, et tous les autres d'ailleurs. Encore une fois, si vous avez d'autres questions ou autres. Alors, est-ce que vous recommanderiez tout de même la destination à des voyageurs qui ont l'habitude de voyager dans des conditions de voyage très confortables et des hébergements haut de gamme? Bon, Cuba, honnêtement, c'est pas une destination de luxe. Après, il y a des prestations qui sont assez luxueuses. Surtout à La Havane, par exemple, il y a 2 hôtels qui ont été ouverts très récemment, l'hôtel Kempinski et le Pacar. Ce sont des hôtels 5 étoiles plus, donc voilà, assez haut de gamme.
Pareil, dans les stations balnéaires surtout, on y trouve quelques hôtels 5 étoiles, mais qui sont vraiment des très bons conforts. Oui, on peut conseiller la destination aux voyageurs qui, voilà, qui ont cette habitude. Après, il faut bien choisir les étapes, par contre, parce qu'on ne peut pas trouver, on n'y trouve malheureusement pas du confort, du bon confort en tout cas, haut de gamme, partout dans l'île, que dans les principales étapes. Donc, par exemple, la Havane, Varadero, Jardines de Rey, Trinidad, éventuellement. Mais bon, oui, on pourrait faire un bon produit avec ça. Alors, hop, oui, ok. Bon, j'espère que vous m'avez bien entendu pendant que la vidéo était en place. Alors, merci à vous, Sophia, et à vous tous d'ailleurs d'être présents, c'est un plaisir. Alors, comment est composée mon équipe? Eh ben, mon équipe, en fait, on est deux personnes principales. Il y a moi, qui suis en France, c'est moi la fondatrice de l'agence. Et il y a mon représentant qui est à Cuba, donc qui s'occupe plutôt du niveau, tout ce qui est logistique, assistance locale, etc. Après moi, honnêtement, je suis entre les deux. J'y vais très souvent, donc c'est un peu entre les deux. Mais pour l'instant, voilà, c'est une toute petite équipe, en tout cas en tête de Route Cuba. Et après, il y a tout notre réseau de prestataires. On a des réseaux des propriétaires des chambres d'hôtes, donc pour les chambres chez l'habitant. C'est en général les mêmes prestataires avec qui on travaille depuis des années. Donc, on a testé et retesté et ils ont toujours passé la preuve. Pareil pour les chauffeurs particuliers, par exemple, c'est aussi en général les mêmes personnes, les guides aussi. En tout, voilà, entre guides et chauffeurs, on est peut-être une dizaine. Après, vraiment, c'est des prestataires. On les considère comme notre équipe parce qu'on est ensemble depuis toujours. Mais voilà, équipe vraiment Route Cuba, il y a moi en France. Alors, merci beaucoup pour vos compliments. Hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Vous avez un numéro d'urgence sur place? Oui, en effet. Comme je vous disais, mon représentant local, justement, c'est la personne qui s'occupe de l'assistance. Sinon, s'il s'agit des groupes ou des clients qui voyagent avec un guide, parce qu'il y a des clients qui souhaitent avoir un guide tout au long du parcours. Donc, à ce moment-là, forcément, c'est les guides qui font un peu l'assistance, c'est la solution en temps réel. Si c'est des clients qui voyagent avec un chauffeur local, pareil, c'est le chauffeur qui sera toujours là. Donc, si en général, les clients, il y a un accompagnateur, que ce soit un guide ou un chauffeur, c'est toujours l'assistance immédiate et voilà, tout le temps. Si c'est des clients qui partent à notre tour, donc vraiment en toute autonomie, ils auront toujours le numéro de mon représentant local ou éventuellement du guide qui fera l'accueil à l'aéroport, parce qu'il y a toujours l'accueil à l'aéroport pour nos clients. C'est aussi une façon de prendre un premier contact, en tout cas avec quelqu'un de sur place, de là-bas. Et donc, les clients pourront disposer de son numéro tout au long du parcours. Alors, je pense que c'est tout pour l'instant. Il me semble avoir répondu à toutes les questions. Si jamais j'ai sauté quelques-unes, n'hésitez pas à le remettre. Mais bon, de toute façon, voilà, vous savez notre site internet, vous savez mon adresse mail, vous savez mon numéro. Donc, dans tous les cas, c'est moi qui vais répondre. N'hésitez pas si vous avez des questions, besoin peut-être de plus de renseignements. Je sais que quand on sort de parcours assez traditionnels, parfois ça peut devenir un peu compliqué pour répondre aux clients. Donc, encore plus si vous avez de demandes, si vous souhaitez collaborer ensemble, ce sera vraiment avec grand plaisir. Donc, merci encore à tous et je vous dis peut-être à bientôt par téléphone ou par mail. Merci.